Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, comme le dit Paul Stuart, on est dans une période de foisonnement et d'essor de la filière méthanisation à l'échelle régionale, région Pays de la Loire et même en France. Donc, au-delà de la réponse qu'offrent ces projets aux enjeux de transition énergétique, il y a bien évidemment des interrogations qui sont suscitées par ces projets plus globales, et notamment à l'échelle d'une commune qui accueille ce projet ou d'un territoire. Donc aujourd'hui, nous allons vous proposer une conférence qui tourne autour de la question de l'appropriation locale des projets. On observe globalement que la nécessité d'un dialogue entre porteurs de projets et acteurs de la société civile est progressivement apparue comme une véritable nécessité et une clé de réussite et de durabilité des projets. Donc, de mon côté, j'accompagne au titre du développement de la méthanisation en Loire-Atlantique les différents acteurs, collectivités et agriculteurs porteurs de projets autour de ces questions. Je suis Sophia Tendron, comme je vous l'ai indiqué, ingénieure en charge de la méthanisation en Loire-Atlantique, et nous allons poursuivre les échanges avec des intervenants riches et diversifiés avec des angles d'attaque différents. La région Pays de la Loire, pour commencer, avec Laurent Géraud, conseiller régional, une intercommunalité qui est Mauges Communauté, Dimitri Caillot qui interviendra, la Chambre d'agriculture, Michel Brossier, élu à la Chambre d'agriculture sur le territoire du Maine-et-Loire, une intervention en guise de témoignage de Déméter, l'exploitation et l'unité de méthanisation en fonctionnement dans les Deux-Sèvres, l'association France Nature Environnement, et nous aurons aussi un regard un peu distancié de la part d'un psychologue social et environnemental, donc, qui est Colin Lemay. Je vous remercie de bien vouloir respecter les quelques règles de fonctionnement d'usage. Vous avez à votre disposition un chat. Vous pouvez formuler les questions, si possible, les plus clairement possible pour qu'on puisse s'appuyer et animer le chat et la conférence au regard des questions que vous poserez. Voilà, je n'en dis pas plus. Je vais passer la parole à Monsieur Laurent Géraud pour la région Pays de la Loire. Monsieur Géraud, c'est à vous. Bonjour à tous. Bonjour à Paul et ses équipes et bonjour à vous, Sophia. Je suis très heureux d'être avec vous. Puis j'ai l'impression d'être un peu chez moi, même si on est autour de nos tablettes, parce qu'il y a pas mal de Ligériens qui interviennent. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous prie de m'excuser parce que j'ai une contrainte familiale ce matin qui m'est tombée hier soir. Donc, je ne pourrai pas assister à l'ensemble de la table ronde, mais je tenais absolument, je me suis organisé pour intervenir et présenter la dynamique qui est la nôtre en Pays de la Loire. Slide suivante, s'il vous plaît. Cette dynamique, en fait, elle repose d'abord, et c'est là-dessus que je veux insister, sur un collectif. En fait, il y a évidemment un enjeu de mix énergétique, il y a évidemment un enjeu agricole qui est très fort, il y a évidemment un enjeu d'aménagement du territoire, mais il y a surtout, à travers cet enjeu et cette vision partagée, un collectif ligérien qui s'est mobilisé, et je pense que ça illustre le diagramme qui vous sont présentés, c'est-à-dire qu'en l'espace de 5 ans, nous sommes passés de 38 à 106 installations, c'est vous dire, et qu'il y a actuellement 59 installations en projet. Donc, une vraie dynamique de projet avec des capacités que vous avez dans le slide en bas à droite, de 91 millions de mètres cubes au 1er janvier 2015 à 226 en janvier 2021. Donc, vous avez vu le chiffre multiplié par plus de 2,5. Tout ça pour vous dire, et les capacités en plus, et en attente en projet, pratiquement 150 millions. Donc, une vraie dynamique de projet qui résulte de ce collectif, et c'est là-dessus que je voulais tout d'abord insister. Après, les enjeux, ils sont portés, vous les connaissez, hein. C'est l'enjeu d'une région décarbonée et du mix énergétique qu'on a inscrit dans notre feuille de route.
Il y a un enjeu économique extrêmement fort et d'emploi, hein. On considère que c'est pratiquement entre un potentiel de 2000 à 4000 emplois en 2030. En tout cas, aujourd'hui, on sait qu'on est à pratiquement 600-700 emplois directs et indirects liés à la méthanisation. C'est un investissement extrêmement fort et l'accompagnement d'une filière économique, donc des enjeux énergétiques, des enjeux territoriaux et des enjeux économiques. Vous nous demandez de parler de l'ancrage territorial et de la dynamique ligérienne. J'ai essayé, à travers ce slide, de vous présenter quelle était notre vision. Et avant de rentrer dans le détail de chacun des points, je voudrais insister sur quelques éléments. D'abord, nous, en région, avec l'ensemble de nos partenaires, il y a tout un tissu de comités départementaux qui ont été portés avec les conseils départementaux et un comité régional qui fédère l'ensemble de ces comités, qui visent à réunir l'ensemble des acteurs de la méta pour être en capacité de ne pas être uniquement dans des logiques de soit purement agricoles, soit purement industrielles, soit purement territoriales, mais on a la conviction que c'est ensemble qu'on arrive à porter les projets. Et on le voit très clairement. D'ailleurs, il faut aussi dire les choses très clairement, autant pendant des années, finalement, on avait assez peu d'opposition au projet de méta. On a vu arriver depuis un an comment je vais dire ça, des projets XXL, comme les qualifie la presse, des méga projets qui viennent complètement déstabiliser la filière, comme on le craignait. Et nous, ce qu'on défend au niveau de la région avec un certain nombre d'acteurs, c'est que sans rentrer dans l'opportunité du projet, parce que finalement, selon qu'on est industriel, élu, agriculteur, on peut avoir une vision différente. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un risque si ces projets passent en force et s'imposent, en tout cas nous on ne le souhaite vraiment pas, c'est l'ensemble de la filière qui en prendra un coup. Donc c'est une réalité, la dimension d'acceptabilité sociétale, sociologique des territoires nous impose ce cadre et encore heureux, et c'est essentiel. C'est-à-dire que je pense que la filière biogaz, elle est extrêmement bien acceptée pour peu qu'elle ait à la fois une dimension territoriale d'acceptation par les élus, par les citoyens, et qu'on lui donne du sens. Et pour nous, c'est essentiel. On n'est pas uniquement en train de produire du biogaz. On est en train, euh, on est on est en train de raconter une histoire. On est en train de raconter euh, l'histoire de la transition énergétique, c'est-à-dire qu'on produit du biogaz, qu'on travaille sur les réseaux de distribution intelligents, notamment avec GRDF et GRT Gaz, et qu'au final, il y a les usages du biogaz à travers la mobilité. Et là, les territoires ont aussi une responsabilité très forte. Concrètement, ça veut dire quoi en région Pays de la Loire? Ça veut dire que, par exemple, en 2020, on a pratiquement mis avec l'ADEME 10 millions sur la table, 5,7 de crédits régionaux et 4 de l'ADEME, pour accompagner, dans le cadre d'un appel à projet, 18 projets. Donc 18 projets en 2020, c'était pratiquement autant l'année précédente. Alors, on a défini un cahier des charges, le fruit de cette consultation, le fruit de ce collectif, le fruit de ces échanges entre les différents intérêts partagés individuels qui font l'intérêt collectif. C'est le projet doit faire systématiquement appel à minima à un prestataire clé ayant une labellisation qualité, exemple Calimeta. L'obligation d'avoir rencontré avant le dépôt du dossier les élus du territoire de la commune d'implantation et les associations éventuellement avec les élus afin afin de préparer les territoires à ce projet et leur donner le sens du projet qui est porté. Troisièmement, techniquement, les effluents d'élevage qui soient au moins égal à 60% du tonnage de la ration. Pas de création ou d'extension d'un ou de plusieurs élevages intensifs. Et puis, point fondamental, mais c'est vrai pour l'ensemble, je pense, des méthaniseurs en France, on est dans une prestation complémentaire qui vise à produire de l'énergie. C'est vraiment
complémentaire au métier premier, au métier premier oh, excusez-moi, j'ai un problème. C'est bon, c'est revenu, excusez-moi. Au métier premier de l'agriculture, c'est d'abord de produire de l'alimentation pour la filière agroalimentaire. La production de gaz ne vient que dans un deuxième temps, en complément, mais ils sont d'abord agriculteurs, et ça, je veux l'affirmer par rapport à d'autres pays qui ont fait d'autres choix, et pour nous, c'est vraiment au cœur de ce dispositif. Dans les mêmes conditions qu'on a données, 90% des tonnages viennent de moins de 30 km, donc la restriction des kilomètres liés aux structures, et puis évidemment pas d'utilisation de cultures irriguées. Et enfin, et ça j'y tiens aussi, un travail très important, tout à l'heure vous verrez, on aura le droit à une intervention du président de France Nature Environnement Pays de la Loire, un travail de participation dans la sélection des projets avec les associations de protection de l'environnement et notamment de France Nature Environnement, qui est le représentant qui fédère l'ensemble des associations. Donc des orientations stratégiques, une animation collective et un soutien au projet. Donc j'ai parlé de la partie concertation, approvisionnement, participation, du cahier des charges de l'appel à projet qu'on lance avec l'ADEME, mais c'est aussi, et pour nous c'est essentiel, le déploiement avec GRDF et GRT Gaz de réseaux intelligents. Donc, on a travaillé avec ce qu'on appelle le SMILE dans le cadre du PIA 3 REI 6, réseau énergétique intelligent, au déploiement de réseaux de distribution gaz intelligents, c'est-à-dire qui puissent accepter l'injection de biogaz et qu'en fonction de la production et de l'utilisation des usages, on ait la possibilité d'un rebours, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, parce qu'on voit bien qu'il y a une montée en puissance et des utilisations et de l'injection, heureusement. Et en termes d'usage, c'est le déploiement en parallèle de l'accompagnement de la création de méthaniseurs, de stations de bio-GNV. Et notamment en 2015, il y avait une station de bio-GNV. Aujourd'hui, on en a 12 en Pays de la Loire, avec en projet une dizaine qui accompagnent en fait, qui irriguent la totalité des 5 départements. Notre objectif, c'est qu'il y ait une station dans un rayon entre 60 et 80 km. On se rend compte aujourd'hui que la demande est très forte et que les grands logisticiens, les grands donneurs d'ordre de transport, la région elle-même dans ses appels d'offres, mais surtout les grands logisticiens, les grands transporteurs sont en train, pour une grande part, de passer au gaz ou d'expérimenter le passage au biogaz. Donc, on voit bien la dynamique. Et là, on donne tout son sens à la stratégie qui est la nôtre, d'orientation stratégique, que ce soit dans le cadre du SRADET ou des enjeux d'énergie d'une région bas carbone ou à énergie positive. C'est-à-dire que très clairement, quand vous dites vous êtes un agriculteur, vous portez un projet de méthanisation, ça a tout son sens par rapport au projet agricole, c'est légitime, et par rapport à une activité complémentaire. Quand vous êtes un élu, vous comprenez le sens par rapport à votre territoire, mais vous dites aussi par rapport à vos citoyens, si en plus on peut montrer que le biogaz accompagne la logistique qui est juste à côté, ça donne du sens. Et là, on est dans l'économie circulaire. Et ça facilite considérablement, on le voit bien, l'acceptabilité des projets parce qu'on raconte l'histoire de nos investissements et de la transition énergétique des territoires. Donc, c'est un collectif qui est porté par l'ensemble des acteurs que j'ai cités. C'est une volonté politique et financière à travers les enjeux d'accompagnement. On accompagne, nous, nos régions, que ce soit les appels à projets ou les stations de bio-GNV, voire la motorisation gaz à titre, parce qu'on a voté un règlement pour pouvoir permettre aux entreprises de basculer dans la motorisation gaz pour les grands transporteurs. Et puis, je finirai par là, il y a un enjeu économique. C'est-à-dire que très clairement, on a compris aussi que ces millions d'euros injectés sur les territoires, hein, parce que c'est entre 400 et 500 millions qui sont aujourd'hui, dans les 10 ans qui viennent, sur cette filière biogaz identifiée en Pays de la Loire, on souhaiterait autant que ça soit… Alors, la première chose qui est positive, c'est autant
de devises qui ne partent pas à l'étranger plutôt qu'acheter du gaz fossile quand on produit son biogaz. Donc, on aime autant injecter ces devises sur notre territoire plutôt qu'elles sortent. Donc, ça, c'est le côté vertueux financier. Puis, deuxièmement, c'est la capacité à structurer. On a créé un cluster qui s'appelle Métatlantique, qui réunit l'ensemble des entreprises ligériennes qui ont intérêt à agir collectivement pour se structurer et pouvoir gagner les appels à projets, répondre à la demande des territoires en matière de production de biogaz. J'ai oublié de citer, mais je voulais citer aussi le réseau L, qui nous accompagne depuis le début et je pense pour lesquels on doit beaucoup, à qui on doit beaucoup. Aujourd'hui, si on en est arrivé là en Pays de la Loire, la dynamique collective partagée, elle a été portée initialement par le réseau L et je voulais vraiment le souligner. Après, vous comprenez que je suis vraiment très enthousiaste parce que je pense que le biogaz en Pays de la Loire a toute sa place parce qu'on est une région agricole, parce qu'on est une région coopérative où les gens ont l'habitude de collaborer et de travailler collectivement ensemble. Je pense aussi qu'il faut qu'on ait l'intelligence ensemble de se dire que on peut pas tout faire et qu'on doit avoir l'intelligence d'éviter les projets XXL qui vont aller à l'encontre de l'attente des territoires, des élus et des citoyens, et que ça serait, je pense, un risque considérable que de de voir la filière remise en cause à cause de ces projets. Donc, beaucoup d'espoir, beaucoup de constats chiffrés de la dynamique ligérienne, beaucoup d'enjeux positifs d'un collectif, associations, élus, entreprises et collectivités. Et j'ai envie de la garder, de la conserver pour qu'on arrive, comme c'est affiché, à 30% de biogaz, en tout cas de gaz vert, dans le réseau de distribution de GRDF en 2030. C'est l'engagement qu'on a porté collectivement et je pense qu'on peut y arriver pour peu que ce collectif reste dans l'esprit qui est le sien. Voilà ce témoignage des Pays de la Loire et à travers moi, vous avez compris que c'est ce collectif et cette dynamique que je voulais souligner. Merci beaucoup, Monsieur Géraud, pour ce témoignage et ce tour d'horizon du soutien régional en faveur de la méthanisation. Je vous propose, sans plus attendre, de poursuivre les interventions. Et là, l'idée, c'est effectivement de regarder ce que peut susciter ces interrogations à une échelle d'une intercommunalité. Les questions que vous avez soulevées d'appropriation locale, mais aussi de critérisation et de définition d'un cadre se posent également donc à l'échelle régionale, mais également à l'échelle intercommunale. Et j'invite Dimitri Caillot à nous faire part de son expérience sur le territoire de Mauges Communauté. Merci. Bonjour à tous. Vous voyez bien mon écran? Ça marche? Le diaporama? C'est bon. C'est bon, ok. Donc pour présenter très rapidement et succinctement le territoire de Mauges Communauté, on est au cœur de la région Pays de Loire. D'ailleurs, dans mon diaporama, vous allez retrouver beaucoup d'éléments communs avec ce que vient d'indiquer Laurent Géraud, même si on ne s'était pas concerté avant. Voilà, c'est un territoire donc, qui est situé un peu dans le triangle Nantes-Angers-Cholet, 120 000 habitants. Une intercommunalité, donc une communauté d'agglomération qui a été créée assez récemment, au 1er janvier 2016. En fait, à la base, c'était vraiment on avait 6 communautés de communes, 64 communes. Les communes se sont transformées en communes nouvelles et les 6 communes nouvelles ont fait une communauté d'agglomération. Donc, on est une communauté d'agglomération rurale. Il n'y a pas de gros pôles urbains. Et évidemment, une communauté d'agglomération où l'agriculture a une place importante, et notamment l'élevage. Donc, on a défini aussi récemment notre plan climat, air, énergie territorial avec comme objectif de devenir un territoire à énergie positive en 2050. C'est-à-dire qu'il faut que, à la fois au niveau que les consommations de l'ensemble du territoire s'équilibrent avec la production d'énergie locale.
Actuellement, on se situe entre 15 et 20% de la production par rapport à la consommation. Donc, on voit que le chemin est encore long. L'objectif du plan climat, c'est notamment d'atteindre une réduction de 20% des consommations d'énergie, mais aussi au niveau pour 2030 et 40% d'ENR d'ici 2030. Donc, on voit qu'il y a une bonne marge encore à combler. Donc, on a notamment des énergies qui sont assez développées sur le territoire, comme évidemment le bois, l'éolien et évidemment la méthanisation en fait partie. Donc, on a également créé l'année dernière une SEM, donc la SEM Mauges Énergie, avec pour objectif de définir aussi une stratégie en matière de développement des énergies renouvelables sur le territoire, c'est-à-dire que le territoire ait une place importante dans les projets d'énergie. Donc, la SEM, pour l'instant, travaille surtout sur des projets de photovoltaïque et d'éolien, mais à terme, l'idée, c'est aussi de travailler avec la méthanisation. Donc, les grands principes qui ont été développés par les élus pour le développement des énergies renouvelables, avec comme outil juridique et financier la SEM, c'est vraiment ça, l'acceptabilité des projets, la priorité à la gouvernance territoriale, aussi développer les énergies citoyennes. Donc là, pour l'instant, ça se fait essentiellement autour de l'éolien et du photovoltaïque. Et puis, voilà, quelques éléments aussi sur la rentabilité des projets, la priorité sur les parcs éoliens. Et l'idée, c'est surtout d'avoir des boucles vertueuses et puis que les dividendes liés aux énergies renouvelables permettent de financer, enfin pas l'ensemble, mais une bonne partie de notre plan climat et notamment les économies d'énergie. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment d'être aux côtés des acteurs du territoire et puis également d'accompagner l'émergence de collectifs citoyens. Donc ça, c'est les grands objectifs de la SEM. Après, au niveau surtout de la grande stratégie au niveau des énergies renouvelables, des élus, au niveau de la méthanisation, on a essayé de définir enfin, des grands principes et aussi de soutenir la filière en donnant quelques éléments clés. Donc, et surtout pour définir un peu les atouts de la méthanisation. Donc, c'est notamment, l'idée est vraiment en lien avec notre plan climat, c'est de développer des énergies nouvelles, enfin, renouvelables et locales, d'avoir aussi du biométhane, on le verra tout à l'heure plus concrètement, qui soit directement produit sur le territoire et injecté dans le réseau, qui permettent à nos habitants et à nos entreprises de consommer un gaz vert local. Euh, on a aussi une grosse dépendance, nous, enfin, comme beaucoup, hein, que ce soit pour les transports ou pour le chauffage, on a encore une grosse dépendance vis-à-vis des énergies fossiles. Donc, c'est vraiment de réduire cette dépendance aux énergies fossiles et importées. En même temps, la méthanisation, ça permet aussi, et c'est aussi en lien avec nos objectifs du plan climat, de réduire nos gaz à effet de serre et d'améliorer la qualité de l'air. C'est évidemment aussi des retombées économiques pour le territoire et aussi pour la filière agricole. Et c'est aussi une solution de valorisation des déchets agricoles. Voilà, et le développement évidemment du bio-GNV que j'évoquerai rapidement tout à l'heure. Quelques chiffres un peu pour étayer tout ça. Pour l'instant, on a seulement 4 unités sur le territoire en cogénération, donc ça représente 21 gigawattheures par an. L'objectif, et ça c'est cadré dans le cadre de notre plan climat, c'est de passer en 2030 à 100 gigawattheures, donc un bon petit bond en avant. Voilà, avec une idée, hein, c'est pour schématiser, mais 4 unités de méthanisation de type collective, donc en injection, et puis plutôt une douzaine de petites unités en cogénération. Donc on voit que à terme, la part de la méthanisation au niveau du bouquet énergétique, ça pourrait atteindre les 9%, avec une grosse part encore
de production non énergie renouvelable, mais on voit que la méthanisation pourrait vraiment prendre de l'ampleur. Donc, on a des projets déjà en cours sur le territoire, hein, notamment deux, avec 54 exploitations et 38 gigawattheures par an, et un autre avec 21 exploitations. Donc, on voit qu'il manque encore une cinquantaine de gigawattheures par an. Donc, l'idée, c'est de développer encore quelques projets en partenariat sur le territoire, et puis aussi de développer des stations de bio-GNV. Donc, le territoire est assez vaste, à la fois tourné vers Nantes, Angers ou Cholet, sur des voies assez structurantes. Donc, il y a un objectif de développer de 1 à 3 stations bio-GNV d'ici 10 ans. Voilà, donc juste un petit élément aussi qui a été déjà évoqué par Laurent Géraud dans le cadre du projet West Grid Synergie, c'est l'idée de la dorsale biogazière qui traverse le territoire de nord au sud de Mauche Communauté. Comment est venue un peu cette dorsale biogazière? En fait, il y a eu, avant même la création de Mauche Communauté, dès 2013, un schéma de développement de la méthanisation qui était notamment porté par le CIEMEL, le syndicat d'énergie. Voilà, qui était l'idée de mettre en corrélation à la fois les matières, le gisement de matières méthanisables et puis les débouchés potentiels sur le territoire. Donc, il y a eu tout un tour des communes qui a été réalisé. Il y a plusieurs groupes d'agriculteurs qui se sont constitués. Et puis, rapidement, on a vu qu'il pouvait y avoir des blocages au niveau du développement de la cogénération, ou qu'au niveau local, le réseau de gaz naturel n'était pas en capacité d'accepter le biométhane. Donc ça, c'était un vrai blocage. En parallèle, on avait un industriel à Saint-Florent-le-Viel qui souhaitait, qui est passé du fioul au gaz naturel, et notamment au gaz naturel liquéfié, avec un approvisionnement énergétique par camion. Donc l'idée, c'était plutôt voilà, de coupler un peu toutes ces problématiques. Et en 2016, le CIEMEL a confié à Sorégie la réalisation d'un chantier de construction d'un réseau de gaz, du coup, qui part de Trémentine et qui se raccorde au réseau existant, et qui va justement jusqu'à l'industriel, et qui traverse tout le territoire. Donc, ce projet a été financé par le CIEMEL, la Sorégie, GRDF, je crois, non pas GRDF, je ne sais plus, là, la région, évidemment. Voilà, et donc la participation aussi de Mauche Communauté. Et l'idée, c'était que justement, les 3 projets de méthanisation puissent se raccorder à cette dorsale. Donc, le premier tronçon a déjà été inauguré en 2018, et l'idée, c'est qu'on relie, lorsque les unités de méthanisation seront constituées, qu'elles puissent être reliées à ce réseau. Donc, à terme, on voit que le biométhane pourrait représenter 30 à 50% de gaz sur le territoire. Voilà rapidement pour la dorsale. Juste en parallèle, on développe aussi, il y a une étude sur la possibilité d'implanter des unités, des stations de bio-GNV sur le territoire. Donc, on travaille également là déjà en partenariat avec certains transporteurs, et puis on essaye aussi de localiser quels seraient les points les plus opportuns pour situer ces stations de bio-GNV. En parallèle, les élus ont décidé, pour accompagner les projets, de mettre en place, aussi en lien avec la région, un dispositif d'avance remboursable. L'idée, c'était de donner 100 000 euros, enfin pas de donner, mais c'est plus une avance de trésorerie de 100 000 euros par projet, mais en respectant des conditions qui collent aussi justement à l'appropriation des élus par rapport à la méthanisation, et des projets en fait qui souhaitent voir se développer sur le territoire.
avec 6 conditions. Donc, le fait que le capital de la société de projet soit détenu majoritairement par des exploitants agricoles, donc ceux qui apportent les intrants au sein de l'unité de méthanisation. Le projet aussi doit être porté par un collectif d'agriculteurs, avec une exigence aussi que 90% de ces exploitations soient situées sur le territoire de Mauche Communauté. Voilà. En termes d'intrants, on souhaitait aussi inscrire le projet dans une dynamique d'économie circulaire. Donc, le modèle doit majoritairement valoriser des déjections animales issues de l'élevage, donc forcément issues du territoire aussi de Mauche Communauté, et en se basant sur que ces intrants doivent représenter au moins 85% des apports totaux. Donc, les projets intégrant des cultures énergétiques dédiées en dehors évidemment des cives, donc les cultures intermédiaires à valorisation énergétique, ne soient pas éligibles au dispositif, et que justement, que si cives il y a, elles ne doivent pas être irriguées. Voilà. Et enfin, on voulait que les porteurs de projets justifient d'un accompagnement technico-économique par des bureaux d'études ou une chambre consulaire dédiée. Donc voilà un peu les grands principes de l'appropriation, en tout cas des élus sur le territoire. Voilà, l'histoire du territoire est récente. On a un territoire bien marqué par l'élevage, tant au niveau paysager qu'économique. Un plan climat qui est aussi récent, mais avec des objectifs ambitieux et bien cadrés. Une stratégie aussi qui est en matière d'énergie renouvelable et qui s'appuie notamment sur la SEM, qui est bien définie par les élus. Tout le monde porte la même voix. Et voilà, l'idée, c'est de cadrer avec les grands principes que je viens d'annoncer. Voilà, j'en ai terminé pour ma présentation. Merci beaucoup, Dimitri. Effectivement, hein, par le biais de votre témoignage, on voit bien qu'il y a une mise en adéquation de vos attentes en matière de développement de la méthanisation à l'échelle de votre territoire et d'un levier financier, hein, en quelque sorte, hein, avec cette avance de trésorerie remboursable qui répond parfois à des besoins, hein, d'apport de fonds propres pour sécuriser le montage financier de certains projets. Je vous remercie beaucoup de ce témoignage qui nous permet un peu de comprendre comment, à l'échelle d'un territoire, au regard des objectifs de transition énergétique, on peut essayer de scénariser en quelque sorte le développement de la méthanisation. On voit bien que les challenges sont quand même des challenges importants de montée en puissance de la filière. Mais à côté de ça, il y a aussi ces interrogations de quelle méthanisation on souhaite développer à l'échelle d'un territoire. Et les élus, certains élus, et notamment au niveau de Mauche Communauté, s'emparent de ces questions pour trouver aussi des modalités d'inflexion et de développement de la méthanisation adaptées aux aspirations territoriales. Merci encore, Dimitri. Ce que je vous propose, c'est maintenant d'avoir un point de vue encore régional, hein, région Pays de la Loire, qui permettra aussi de comprendre aussi les implications de la Chambre d'agriculture, la Chambre régionale d'agriculture de Pays de la Loire dans le développement de la méthanisation, avec la présentation du cadre régional de référence qui vient d'être mis à jour pour la méthanisation agricole. Donc, Monsieur Brossier, bonjour. Merci Bonjour. de vous rendre disponible pour cette conférence. Je vais vous laisser la parole et avant tout, je voulais juste rappeler un peu les règles concernant le chat et la discussion. Donc, on va essayer de répondre progressivement aux questions. Si vous le voulez bien, je vous proposerai, hein, en tant que participant, de bien cibler quel est l'interlocuteur que vous interpellez sur les questions. Si c'est une question d'ordre général pour l'animation ou pour la modération, on essaiera d'y répondre bien évidemment. Mais si vous avez un interlocuteur, n'hésitez pas à le désigner dans le chat pour qu'on puisse lui poser directement la question. Voilà, Monsieur Brossier, c'est à vous. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Je vais me risquer un truc, un partage d'écran. J'espère que je vais y arriver. Écoutez, c'est parti. Vous voyez tous? Est-ce que vous voyez ma présentation? C'est bon? Voilà. Oui. Tout d'abord, je vais me présenter. Je suis Michel Brossier. Je suis avant tout éleveur de bovins viande. Je suis élu de la Chambre d'agriculture de Maine-et-Loire et élu référent
pour la partie énergie méthanisation. Puisque parallèlement à ça, avec mes collègues, je suis à la tête aussi d'un méthaniseur collectif monté en 2017, sur lequel on a commencé à produire de l'électricité. Excusez-moi, Monsieur Brossier, est-ce que Oui. vous pourriez mettre en plein écran? Comment on fait ça? Et voilà, ça y est. Affichage. Oui. Si vous allez dans le menu affichage. Affichage. Et ensuite? Essayez diapo maîtresse. Page entière, pardon. Pardon. Non, ça ne doit pas être ça. Vous l'avez, vous? De toute façon, vous pourriez le projeter en plein écran, mise en page. Ouais, là, je vais bloquer. Ouais. Revenez en affichage normal si vous pouvez, monsieur Brossier. Alors maintenant, vous m'avez tout enlevé. Je vais faire. Qu'est-ce que je fais à ça, moi? Attendez, je l'ai, je vais le partager. Bon. Je ferme mon écran, moi? Oui, je vais vous couper. Voilà. Bon, je vous laisse faire. Donc, je suis parallèlement à la tête avec mes collègues d'un projet collectif, enfin pas d'un projet, d'une unité de méthanisation collective à Viers qui regroupe 44 exploitations, qui est un projet jumeau avec celui d'une commune voisine qui regroupe sur un autre méthaniseur 34 exploitations. Ce qui veut dire qu'au total, c'est 2 mégawatts d'électricité produite par an, puisque ce sont 2 projets en cogénération qui regroupent 80 exploitations sur le Vierzois. Voilà. Donc là, on m'a demandé ce matin de vous présenter le cadre de référence régionale réfléchi par les professionnels de la Chambre régionale d'agriculture des Pays de la Loire. Et avant de vous présenter réellement ce cadre-là, je voulais juste vous dire 2 mots, que pour la réflexion de ce cadre, on est parti d'un contexte qui nous paraissait favorable, notamment pour l'essor des projets de méthanisation, avec une contribution directe et indirecte de l'agriculture à des productions d'énergie renouvelable qui a été chiffrée à 20% de la production nationale en 2015. Donc, ce qui veut dire qu'on demandait au secteur agricole, globalement, de produire autant d'énergie renouvelable qui consomme d'énergie non renouvelable, ce qui est quand même pas mal et ce qui est un bon challenge. Et puis, après, la programmation pluriannuelle de l'énergie a fixé des priorités. Et concernant le biogaz, la production d'énergie issue de méthanisation vise un taux de 7% de biogaz dans la consommation totale en 2030. Les tarifs d'achat ont été une véritable rampe de lancement pour l'essor de la méthanisation en 2006 avec l'achat d'électricité produite par les méthaniseurs et en 2011 avec l'apparition des tarifs autorisant l'injection en biométhane. Sur la région des Pays de la Loire, aujourd'hui, c'est 87 unités qui valorisent du biogaz, 65 en méthanisation, unités de méthanisation en cogénération, et puis 11 en injection de méthane. Une bonne partie de ces unités sont des unités à la ferme, quelques projets collectifs qui ne sont pas si nombreux que ça, mais qui sont quand même aussi présents, et puis quelques unités, quelques chaudières du biogaz qui complètent le panel. Donc aujourd'hui, c'est quand même une dynamique déjà enclenchée dans la région des Pays de la Loire, avec surtout une méthanisation à la ferme, des unités centralisées, et puis en même temps un collectif agricole qui se met en état de marche pour pouvoir répondre à ces enjeux. Alors, qu'est-ce qui nous anime, nous, professionnels? On peut peut-être passer sur la diapo juste d'après. Ouais. Ce qui nous anime, nous, en tant que professionnels, eh bien, c'est à la fois de pouvoir maîtriser les matières entrantes méthaniseurs par le recours à un gisement. Je dirais matière entrante et je dirais aussi matière sortante parce que ça veut dire maîtriser la ressource et maîtriser aussi les surfaces d'épandage. Ensuite, prioriser des projets de proximité pour une logistique maîtrisée, et la logistique est un point central dans la rentabilité d'un méthaniseur. Avoir des porteurs de projets, porteurs pour un retour de la valeur ajoutée aux agriculteurs. Des porteurs de projets moteurs, des porteurs de projets qui soient moteurs, c'est indispensable parce qu'on peut avoir tous les ingrédients pour mettre en place un méthaniseur sur le territoire. Si on n'a pas les bonhommes pour porter le projet, eh bien, ça ne se fait pas.
Et puis, avoir aussi une bonne rentabilité, un retour de la valeur ajoutée pour les agriculteurs. Ça, c'est ce qui nous anime aussi, c'est de développer des méthaniseurs par les agriculteurs et pour les agriculteurs. Et puis aussi, et ça l'a été déjà dit plusieurs fois, on essaie aussi de gérer la concurrence entre l'alimentation animale et les matières entrantes du méthaniseur. C'est quelque chose qui doit aussi correspondre à un équilibre. Et ça, on a aussi un point de vigilance par rapport à ça. Ne pas recourir principalement à des céréales pour alimenter les méthaniseurs. Développer ces dynamiques dans le cadre d'une approche territoriale. Priorité au collectif, partage avec les collectivités territoriales. Ça, c'est aussi un travail qui nous anime, nous, en tant que chambre consulaire, pour accompagner les acteurs sur le territoire. Et puis, de pouvoir aussi suivre dans la durée les méthaniseurs et les porteurs de projets, de manière à les accompagner aussi dans la durée pour pouvoir répondre aux questions qui pourraient se poser. Et justement, si on passe sur la diapo suivante, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de choses qui ont évolué ou de questions qui peuvent se poser. Et là, notamment, à travers ces questions qui peuvent se poser, c'est la limitation des usages pour l'agriculture biologique, pour les exploitations qui souhaiteraient pouvoir faire une reconversion en agriculture biologique. Eh bien, l'utilisation des digestats voit quand même quelques difficultés d'y accéder, notamment par rapport à la caractérisation d'exploitation qui pourrait être dans les méthaniseurs, dite exploitation industrielle. Deuxième question qui se rajoute aux règles qui évoluent, c'est tout ce qui tourne autour de l'hygiénisation. Alors, pour ceux qui vont monter des projets aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut l'intégrer dedans. Pour les projets déjà en place, c'est un petit peu plus compliqué techniquement de pouvoir y répondre. Et donc, la règle d'hygiénisation pour les unités traitant plus de 30 000 tonnes et regroupant plus de 10 exploitations, eh bien, sont des questions qui se posent. On peut mettre, Sophia, si vous vouliez, la diapo suivante. Ah ben voilà. Une difficulté grandissante de certains projets de trouver une rentabilité économique. Et ça, pour avoir vu un certain nombre de projets, on voit des projets qui fonctionnent très bien et on en voit d'autres qui ont du mal à démarrer, voire d'autres qui ne fonctionnent pas. Et donc là, ça demande une réflexion, une technicité sur la conduite des méthaniseurs qui permettent d'avoir une bonne production du 31 décembre au 1er janvier. Et donc, ça, c'est important de pouvoir l'avoir en modèle, ce qui veut dire que parfois, eh bien, les matières uniquement effluentes ne suffisent à peine pour pouvoir bien conduire le méthaniseur. Ce qui ramène une règle qui évolue, notamment, et non aussi sans conséquence, c'est le développement des cultures intermédiaires à vocation énergétique dans les méthaniseurs. Les règles qu'on peut se fixer autour de ça et la place qu'elles doivent prendre pour alimenter un méthaniseur du 1er janvier au 31 décembre fait qu'on a aussi recours à ces cultures intermédiaires qui deviennent importantes pour bien optimiser le méthaniseur. On a aussi l'émergence de gros méthaniseurs sur le territoire, et ça, c'est un point de vigilance qu'on peut avoir et sur lequel on regarde. C'est des questions qui se posent, en tout cas sur le territoire. Et puis, une autre règle qui évolue, c'est la baisse programmée des tarifs de rachat du biométhane, entre moins 5 et moins 15%, selon la dimension des projets et la proportion d'effluents d'élevage valorisés. C'est une règle nouvelle et tout à l'heure, je disais, autant les tarifs ont été une rampe de lancement pour pouvoir monter les méthaniseurs, autant la diminution pourrait être aussi une rampe de frein pour le développement des méthaniseurs. Et puis, ça a été dit aussi, une question soulevée ou des choses qui évoluent, eh bien, ce sont la montée des problèmes d'acceptabilité de ces projets-là. Pourquoi ils suscitent autant de passion? Pourquoi on a parfois plus que de la contestation pour pouvoir les mettre, et en tout cas un retard pour pouvoir les monter? On a besoin de mettre en place un dialogue là-dessus pour pouvoir les rendre acceptables et montrer un petit peu ce qu'on fait.
Et donc, les orientations professionnelles, si on passe sur la diapo suivante, s'il vous plaît, les orientations professionnelles qui ont été nécessaires pour se définir un cadre de référence sur la méthanisation agricole, eh bien, ont été avec en tête le contexte, avec les atouts qu'on voulait voir relevés et puis toutes les questions qui se posaient. On a essayé de se définir une ligne de conduite et bien évidemment, nous, de poursuivre l'émergence et l'accompagnement de tous les, enfin, des projets, je ne dis pas de tous les projets, mais des projets de méthanisation agricole et donc de placer les agriculteurs au centre des projets pour une bonne maîtrise des enjeux et un juste retour de la valeur ajoutée. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est une méthanisation par les agriculteurs et pour les agriculteurs. Et ça me paraît important de pouvoir, nous, en tant que chambre consulaire, de pouvoir avoir cette vision-là dans un premier temps. Et puis deux, de porter la conviction que la méthanisation est un des leviers pour permettre à l'élevage d'exister encore demain. Alors là-dessus, je fais une petite parenthèse, c'est vrai que les méthaniseurs fonctionneront avec des effluents d'élevage s'il y a encore de l'élevage. S'il n'y a plus d'élevage, les agriculteurs ne sont pas philanthropes, mais par contre, pour qu'il y ait l'élevage, ça veut dire que là, il faut que les gens vivent avant tout de l'élevage. Et là, j'alerte sur cette question-là parce qu'on voit bon nombre de filières qui sont un peu sur la corde raide. Et donc, et je pense notamment aux productions bovines qui sont un peu malmenées en ce moment. Et donc, pour que les méthaniseurs puissent continuer à fonctionner avec des effluents, eh bien, il faudra que l'élevage puisse continuer. Et donc, le choix à faire entre l'énergie ou l'alimentaire, je dirais que ce n'est pas forcément à l'agriculteur de le faire, c'est peut-être plus aux citoyens de dire quelle somme d'argent je veux mettre dans l'alimentaire ou quelle part je veux mettre dans l'énergie. Voilà, en tout cas, nous, ce qui nous motive et ce qui nous motivait et ce qui nous motive toujours, c'est d'essayer que la méthanisation soit un atout supplémentaire pour l'agriculteur pour pouvoir garder l'élevage demain. Et puis, il faut qu'on soit aussi à l'écoute de pouvoir accompagner les projets et tout type de projets, y compris ceux qui pensent pouvoir à un moment donné compléter la ration avec des cultures intermédiaires. Et donc là, comme je disais, on nous oblige à avoir une production régulière du 1er janvier au 31 décembre, ce qui veut dire que l'été, quand les animaux sont au pré, eh bien, on produit plutôt un peu moins d'effluents d'élevage. Et donc, il faut trouver des compensations pour pouvoir alimenter le méthaniseur, pour avoir cette régularité de production. Ce qui veut dire que les cultures intermédiaires à vocation énergétique prennent tout le sens au sein de nos rotations pour pouvoir à la fois relever l'enjeu de produire et de continuer de produire une denrée énergétique, tout en gardant l'élevage sans pénaliser les productions alimentaires. Et donc ça, c'est un travail aussi d'accompagnement qu'on peut faire au niveau de notre chambre consulaire pour accompagner la production et la valorisation de cives sur le territoire. Et puis, comme je disais, prioriser en tant compte des contraintes environnementales locales, un retour au sol des digestats pour diminuer les recours à l'engrais chimique. C'est aussi trouver un équilibre ou retrouver une notion agronomique au niveau de nos exploitations pour la bonne utilisation du digestat. Mais sur des projets collectifs comme celui sur lequel je suis, ça nous permet aussi de mutualiser les effluents et de mutualiser nos surfaces d'épandage. Et donc, de pouvoir amender, fertiliser tous les hectares de nos exploitations en respectant les règles environnementales qui nous sont imposées, mais qui nous permettent aussi de ne plus ou peu acheter d'engrais chimiques. Ce qui veut dire que là, on arrive à être autonome au niveau de nos exploitations, au niveau de nos fertilisations, et ça, collectivement, au sein d'un territoire, c'est quelque chose d'important. Et puis, on a aussi, dans nos orientations professionnelles, réaffirmé aussi que l'irrigation ou l'usage de l'irrigation doit être avant tout pour sécuriser les cultures fourragères et alimentaires. Et puis, intégrer les méthaniseurs agricoles dans les dynamiques territoriales. Eh bien, là, c'est aussi savoir faire un gagnant-gagnant avec le territoire, savoir tisser des partenariats avec les collectivités et aussi pouvoir expliquer pourquoi on met en place un méthaniseur, ce qu'on fait et pourquoi on le fait.
Et ça me paraît indispensable. Le méthaniseur sur lequel je fonctionne, lui, travaille en lien avec une collectivité. Un réseau chaleur a été créé pour pouvoir chauffer une partie des bâtiments de la commune dans laquelle je suis. Un gagnant-gagnant a été instauré avec la collectivité. Et pour ça nous a demandé de prendre très en amont les problématiques d'acceptabilité en termes d'odeur, en termes de transport, en termes, voilà, tout ce qu'on peut imaginer qui gravite, de dangerosité, tout ce qu'on peut imaginer qui gravite comme incertitude autour de la méthanisation, eh bien de le prendre très en amont, de communiquer avec ceux qui vont recevoir ce style de projet, de dire pourquoi on le fait et comment on le fait. Voilà un petit peu ce que je voulais vous partager au niveau de la réflexion professionnelle qu'on a mis en place et qu'on a formalisé à travers ce cadre de référence régional sur la méthanisation que je voulais vous partager ce matin. Voilà. Merci beaucoup, Michel, Monsieur Brossier. J'en profite, on a Monsieur Rochegude qui souhaiterait vous poser une question. Méthanisation par les agriculteurs pour les agriculteurs. Vos agriculteurs pourront-ils porter tous les méthaniseurs attendus en Pays de la Loire? Ont-ils tous la solidité financière ou la motivation? Ne faut-il pas être également ouvert à la méthanisation territoriale en complément? Et je pense que ce que vous venez d'exposer montre bien qu'on n'est pas dans une opposition méta-agricole, méta-territoriale, mais bien dans une association. Peut-être un élément de réponse à apporter à cette question. La réflexion que nous, on avait portée sur notre projet, c'est vrai qu'à l'époque, on avait vu des co-investisseurs, des co-développeurs qui venaient nous dire « Oh, vous savez, la méthanisation, ce n'est pas facile à mettre en place, ça coûte cher, vous n'avez peut-être pas les compétences pour le faire. » Voilà. Et puis, nous, on leur a simplement répondu, vous savez, si ça rapporte peu, on en prend le risque. Par contre, si ça rapporte un peu, on en prend aussi le risque. Et c'est vrai que collectivement, on a mis un peu de temps à le monter parce que c'est vrai que c'est une ingénierie technique, financière, c'est un suivi de logistique qui est assez draconien. Mais quand on est un certain nombre de têtes à porter le projet et à réfléchir, on est capable de faire des choses qui sont pas mal. Et moi, c'est là où je mets au cœur, quand je dis une méthanisation par les agriculteurs et pour les agriculteurs, c'est réellement le portage des bonhommes qui est hyper important. Il faut une équipe qui soit capable d'emmener ces réflexions-là. Et donc, on a tous des compétences qui sont partagées. Certains sont plus à l'aise dans le financier, d'autres dans le juridique, d'autres dans la communication. Et ce partage ou cette mutualisation de compétences fait qu'on arrive à développer des projets, y compris d'envergure comme les nôtres. Et donc, moi, je crois, alors peut-être qu'on peut se faire aider des collectivités. Par contre, j'ai dit tout à l'heure, un méthaniseur, techniquement, il faut qu'il soit bien suivi. Et pour pouvoir trouver un équilibre financier, il faut qu'il soit hyper bien suivi. Ce qui veut dire que quand on ramène aussi des co-investisseurs dedans, il faudra aussi partager ce qu'il y aura à la fin. S'il n'y a pas grand-chose à partager, ça sera encore plus compliqué d'intéresser les agriculteurs dessus. Je pense que là, il faut trouver un mix. Il y a sans doute des choses à imaginer, mais on priorise des méthaniseurs portés plutôt par le milieu agricole pour un retour au milieu agricole. Très bien, merci beaucoup. Merci, Monsieur Brossier. Je profite de ce témoignage sur votre propre projet pour enchaîner sur un autre témoignage d'une unité de méthanisation en exploitation au sein des Deux-Sèvres, qui est un département hors Pays de la Loire, mais qui est voisin. Donc, j'invite Madame, excusez-moi, j'ai oublié. Baudrier-Paya. Baudrier-Paya, merci, excusez-moi. J'invite Madame Baudrier-Paya à partager son expérience d'accompagnement des porteurs de projets sur le volet communication. Le témoignage permettra d'apporter des éléments de réponse. Donc, la parole est à vous. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Et merci, Michel, pour ce beau témoignage, parce qu'on s'y retrouve beaucoup, nous, Déméter Énergie, dans ce que tu viens de dire. Donc, je me présente, Vanessa Baudrier-Paya. Je suis responsable d'exploitation de l'unité de méthanisation Déméter Énergie, située entre Niort et La Rochelle, dans le sud des Deux-Sèvres. Donc, Déméter Énergie, c'est un projet de méthanisation agricole porté par des agriculteurs, notamment une exploitation agricole laitière, celle de mon mari, qui, en 2013-2014, se posait la question de prolongement d'activités, diversification, de recherche en fait d'activités qui pouvaient permettre de soutenir nos productions agricoles
avec notamment une contractualisation à long terme. Aujourd'hui, la vente de notre lait de vache ou de nos céréales ne nous apporte pas une visibilité à moyen long terme. Donc, le fait de pouvoir souscrire à des contrats long terme est très intéressant pour le monde agricole pour justement soutenir les aléas climatiques ou de cours de marché que l'on peut rencontrer sur les autres productions agricoles. Donc, en Déméter Énergie, un collectif, puisque quand mon mari a commencé à développer ce projet ou à étudier la faisabilité de ce projet, il s'est rapidement rendu compte que juste à l'échelle de notre exploitation agricole, ça n'offrait peut-être pas l'opportunité de développement demain et l'opportunité d'interaction avec le territoire. Et comme l'a dit Michel, on prône nous aussi aujourd'hui, après 2 ans d'exploitation, plutôt une méthanisation portée par des agriculteurs. On a les neurones et les compétences suffisantes pour porter ces projets plutôt que de se les faire, entre guillemets, voler par des développeurs. Donc, quand on s'est rendu compte qu'à l'échelle de notre exploitation, ça pouvait peut-être être un peu limité, on a partagé avec nos collègues, nos voisins, agriculteurs et éleveurs. Et donc, on est parti sur une aventure à 12 éleveurs pour valoriser 18 000 tonnes de fumier et de lisier. Donc, on est 6 bovins viande, 4 caprins et 2 bovins lait. Et donc, comme Michel l'a dit, on a aussi une saisonnalité puisque les 6 bovins viande sont au pâturage l'été. Donc, on complète notre ration par des cultures intermédiaires à vocation énergétique. Donc, 2000 tonnes produites par deux agriculteurs parmi les 12. Et on complète également avec 1000 tonnes d'issues de céréales apportées par nos coopératives agricoles céréalières avec qui on travaille et qui ont pris aussi part au capital de Déméter Énergie à hauteur de 10% pour notre COP céréalière et 10% pour notre COP laitière. Et pour nous aider à faire émerger le projet, qui est un projet de l'ordre de 6 millions d'euros, on a également un investisseur, un actionnaire qui est venu nous aider, qui est Sergi, qui fait partie du groupe Sorégie, basé dans la Vienne, et qui prend part à des projets de méthanisation, notamment en production d'électricité et puis maintenant en production de gaz ou en injection de gaz également. Donc nous, 12 éleveurs, 18 000 tonnes de fumier et de lisier, je vous ai dit, et on fait de la cogénération parce qu'on n'a pas de réseau de gaz à proximité. Et donc, comme on fait de la cogénération, on avait un triptyque au départ à respecter qui était on construit les fondamentaux de notre projet sur des matières non volatiles soumises au marché, donc vraiment les gisements de nos exploitations agricoles avant tout. Pas de redevances prévues dans notre business plan pour justement assurer la pérennité et la durabilité de ce type de projet. On ne va pas chercher des matières à plus de 10 km parce que le modèle économique tient aussi sur les coûts de transport et sur l'empreinte carbone liée à ces projets environnementaux. Et le troisième requis, c'était que comme on était en cogénération, il fallait valoriser la chaleur. Donc, on valorise forcément la chaleur issue du moteur de cogénération pour chauffer nos digesteurs, mais aussi pour 2 ateliers de séchage, puisqu'on est tous producteurs de foin de luzerne et de maïs, sorgho ou tournesol. Donc, on sèche au printemps notre foin de luzerne. On est moins soumis aux aléas climatiques par rapport à ça. Et on fait du super fourrage qui nous rend moins dépendants au soja du Brésil ou d'Argentine. Donc, ça apporte de la résilience à nos exploitations agricoles. Et on sèche également nos céréales à l'automne, plutôt que de le sécher dans nos coopératives avec du gaz. Donc, et comme il nous restait de la chaleur, on a travaillé avec les collectivités. Et là où on partait au départ, comme toi, Michel, d'un projet par et pour les agriculteurs, on en a fait un projet encore plus ancré dans son territoire, puisqu'aujourd'hui, en fait, on chauffe la piscine d'une commune de 3000 habitants, notre commune, l'été, puisqu'elle est déjà en énergie renouvelable l'hiver. Donc, on la chauffe l'été avec la méta. Et puis, l'hiver, on chauffe le collège de notre commune, les écoles maternelles et élémentaires, le centre socio-culturel et la mairie. Donc, ce qui a été très, très démonstratif et très concret dans le cadre de justement l'appropriation territoriale de notre projet. Alors, très rapidement, notre projet, quand on l'a fait savoir aux collectivités, notamment pour essayer de les intéresser à la valorisation de la chaleur, les collectivités étaient très, très positives à prime abord. Et donc, on va dire que la première présentation a été reçue avec beaucoup, beaucoup de motivation et d'ambition. Et puis, la deuxième présentation, elle a été un peu moins sympa parce qu'entre-temps, des élus s'étaient renseignés ou avaient tapé dans Google nuisance méthanisation
Et là, ça a fait mal. Mon mari n'a pas dormi pendant une nuit et s'est tapé tous les rapports INERIS pour être plus justement fort et plus démonstratif dans l'utilité de ce type de développement de projet sur les territoires. Et les collectivités nous ont interpellés, nous ont sensibilisés sur le fait que justement, il pouvait y avoir des oppositions sur ces projets-là et que ces oppositions pouvaient aller jusqu'à faire que le projet ne sorte pas. Donc, on s'est mis dans une démarche, puisqu'on est originaire du territoire, on est fiers de notre projet et qu'on n'a rien à cacher, on s'est mis dans une démarche de transparence, de sincérité et de communication auprès des riverains. Et on s'est fait accompagner de l'IFRE, l'Institut de formation et de recherche à l'éducation et à l'environnement, pour apporter une méthodologie dans une animation d'une concertation et d'un dialogue auprès de la population locale. Et donc, cette démarche de concertation, on l'a menée de façon proactive, tout en restant neutre, nous, et plutôt en apport, en réponse au questionnement des riverains et la faisabilité opérationnelle et financière de leurs requêtes ou de leurs demandes d'amélioration du projet. Puisqu'en fait, au sein de cette démarche de concertation et de dialogue qu'on a menée, on a proposé aux habitants de s'inscrire dans la démarche sur la base du volontariat et de nous proposer des axes d'amélioration pour en faire encore plus un projet de territoire à leurs yeux. Et donc, ils ont produit 7 axes d'amélioration en à peu près une année d'animation de la démarche de concertation. Et sur ces 7 axes d'amélioration, il y a eu notamment la demande de mettre en place du financement participatif, de mettre en place un observatoire des odeurs, de recevoir du public sur notre unité. Enfin, il y a eu donc plusieurs axes, et puis aussi de réfléchir à demain, pourquoi pas traiter les déchets organiques de la population locale. Donc, c'est là où au départ, on partait justement d'un projet vraiment par et pour les agriculteurs, avec une démarche peut-être un peu plus économique, qui viennent soutenir nos productions agricoles, et c'est devenu, à travers cette démarche de concertation et de dialogue, un projet beaucoup plus territorial et environnemental aussi, avec vraiment une connotation où on dit souvent maintenant, depuis qu'on est dans ce projet et qu'on exploite cette méthanisation, on dit souvent aujourd'hui que chacune de nos décisions de développement de nos activités, qu'elles soient au sein de la méthanisation, mais aussi nos activités agricoles, au sein des 12 partenaires, on a un regard qui est à la fois économique, environnementale et sociétale. Donc économique parce que chacune de nos décisions, elle doit apporter une valeur ajoutée. Il n'y a pas de durabilité s'il n'y a pas d'économique à la base, pardon. Et puis ça, c'est un retour aussi en termes de richesse sur les territoires quand une entreprise fonctionne bien. Environnementale parce que chacune de nos décisions doit faire en sorte qu'on s'améliore. On part d'une situation A vers une situation B, et donc on doit toujours être meilleur quand on arrive à la situation B. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, une unité de méthanisation est un superbe outil, un superbe levier pour justement engager des changements dans nos pratiques agricoles, faire des essais, que ce soit vers de la conversion en bio, ou que ce soit sur l'agriculture de conservation des sols, ou tout simplement modifier des types d'intrants ou des choses du quotidien. Donc, on l'intègre vraiment dans chacune de nos décisions. Et enfin, le volet sociétal, où on essaie toujours de se poser la question, dans la décision que je vais prendre, est-ce que je peux rendre un service à mon territoire? Et si je peux rendre un service à mon territoire, ça fera que je serai perçue justement beaucoup plus positivement par les habitants, la population, les élus, les acteurs économiques, tout simplement, qui transitent autour de nous. Donc, une très belle transformation, puisqu'on ça a été vraiment perçu très, très positivement par la population. On a essayé de le faire avec nos tripes, avec énormément de sincérité, de transparence, et ça a été très gagnant, puisque au final, on a gagné la confiance, vraiment la confiance de la population, et une certaine fierté aujourd'hui de la population à travers notre projet. Ils nous demandent même d'aller un peu plus loin pour gagner, pourquoi pas demain, faire évoluer l'unité pour traiter leurs déchets organiques. Donc, c'est vraiment c'est que du positif pour nous aujourd'hui. Les élus qui n'étaient pas forcément, qui pouvaient un peu démontrer un peu des remarques un peu sceptiques sur le fait de valoriser des fumiers en énergie renouvelable, aujourd'hui, ça fonctionne. Et ils nous sollicitent même plutôt pour savoir si on a de la chaleur disponible en plus.
Donc c'est chouette. C'est vrai qu'aujourd'hui, on met en avant les avantages apportés au territoire pour un meilleur ancrage au territoire, pour redonner du sens, du bon sens paysan. Comme dit souvent mon mari, on a pendant des années repoussé les exploitations agricoles des centres-bourgs parce que ça apportait des nuisances. Et bien, ce type de projet, quand on les porte avec transparence, sincérité et respect du voisinage, et bien ça remet du lien entre les centres-bourgs, les élus, les habitants et les agriculteurs du territoire. Et justement, ça remet du lien aussi pour assurer la pérennité de l'élevage, l'entretien du paysage. On remet du sens. Quand on reçoit, nous, on fait à peu près une journée de visite par semaine sur notre site. Quand on reçoit toute population confondue, hein, beaucoup de scolaires, mais aussi des porteurs de projets, des opposants à des porteurs de projets. On reçoit beaucoup d'opposants d'ailleurs aujourd'hui à des porteurs de projets. Et puis des élus, des services techniques d'entreprise et des entreprises aussi qui viennent juste par curiosité, qui s'intéressent aux énergies renouvelables et à ce type de projet qui émerge sur le territoire. Quand on les reçoit, on utilise justement cet outil pour communiquer plus largement sur le monde agricole, sur l'irrigation, sur l'écologie, sur le recyclage des déchets, sur les enjeux de traitement de déchets demain. Voilà, c'est un outil de communication énorme aujourd'hui et qui nous permet aussi justement de communiquer sur nos pratiques agricoles et sur le fonctionnement de nos exploitations agricoles qui sont malheureusement méconnues, trop méconnues de la part du grand public. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Demeter Energy, on a joué la carte de la transparence et de la sincérité. Ça a transformé positivement le projet. On a eu quelques opposants, mais ils n'ont pas réussi à faire fédérer autour d'eux et à embarquer. Aujourd'hui, les personnes qui étaient dans le doute, qui pouvaient être un peu inquiètes et des inquiétudes totalement légitimes hein, par rapport au transport du fumier, aux odeurs, aux mouches, à la dépréciation immobilière, aujourd'hui, ils nous disent, vous nous avez toujours dit ce que vous alliez faire, vous avez fait ce que vous avez dit, on a confiance. Voilà. La confiance est instaurée, donc c'est chouette. Et aujourd'hui, au sein de l'AMF, donc on est adhérent de l'AMF depuis le départ, hein, bien au moment de l'étude de faisabilité. Et donc là, maintenant, nous, l'étude de faisabilité, on l'a faite sur 2014-2015. Développement 2016-2017, 2018 construction, on a eu du mal à avoir le financement bancaire, donc on a perdu une année. 2018 construction et 2019-2020, nos 2 premières années d'exploitation, qui se passent super bien. Donc voilà, on peut rassurer justement la population avec nos outils et on pense que quand c'est porté par le monde agricole, c'est d'autant plus sincère et proche de son territoire pour ne pas nuire à ses voisins. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur notre retour d'expérience. En tant qu'adhérent à l'Association des agriculteurs méthaniseurs de France, aujourd'hui, nous accompagnons les porteurs de projets à travers un groupe de travail porteurs de projets animé par Hélène. S'il y a des porteurs de projets qui m'entendent aujourd'hui, vous pouvez lui envoyer un mail à hélène@amf.fr. Et donc, au sein de ce groupe de travail porteur de projet, on a mis en place une boîte à outils sur l'espace adhérent des adhérents de l'AMF. Et cette boîte à outils, elle donne des moyens justement d'analyser son territoire, d'analyser son projet en amont, en anticipation avant de se lancer sur vraiment le développement et la concrétisation. Donc, avec un autodiagnostic pour se poser les bonnes questions sur son territoire, sur son projet, sur son projet collectif, sur ses voisins, et puis toute une démarche aussi pour informer et dialoguer et donner des outils de communication pour aider les agriculteurs porteurs de projets. Merci. Je m'arrête là parce que sinon je m'arrête. C'est passionnant, hein. Je pense que tout le monde est d'accord. Enfin, vous avez plusieurs remerciements hein, dans le chat pour dire que votre témoignage est très positif et apporte aussi beaucoup d'espoir à l'essor de la méthanisation. Donc, c'est vrai que les maîtres mots hein, sont la confiance, l'ouverture au dialogue et le fait de pouvoir considérer ce dialogue comme une opportunité d'améliorer le projet. Donc, merci beaucoup pour ce témoignage. Vous parliez de l'Association des agriculteurs méthaniseurs de France. Il y a effectivement des outils qui sont à disposition des porteurs de projets et c'est important de le souligner. Aujourd'hui, on n'a pas le temps de les développer.
Il y a aussi d'autres outils qui ont pu être développés à destination des porteurs de projets au sujet de l'acceptabilité des projets par GRDF. Donc, n'hésitez pas, hein, au-delà de cette conférence, à aller fouiller les sites internet des différents partenaires pour observer et vous renseigner sur les différents outils qui existent pour aborder ce sujet qui est assez vaste. Merci beaucoup, Vanessa. Vous avez quelques questions dans le chat si jamais vous souhaitez y répondre. Je vous propose de poursuivre les interventions par justement cette intervention qui est assez importante de France Nature Environnement qui fédère un certain nombre d'associations de protection de l'environnement. Alors, je regarde globalement si nos intervenants sont prêts. Monsieur Gavalet, je vous propose de partager votre écran et d'enchaîner sur votre intervention pour nous apporter un peu votre regard en tant que représentant des associations de protection de la nature et de l'environnement. Merci. Bonjour à tous. Et en tant qu'ancien de Sévrien, je vois que le territoire qui a vu naître les coopératives laitières est toujours aussi dynamique. Bravo. Alors, l'enjeu, hein, nous, FNE, Pays de la Loire, nous sommes la fédération régionale. Je vous laisse lire le slide. Donc, le territoire concerné, hein, France Nature Environnement, est une association nationale. Nous sommes l'émanation régionale de cette fédération nationale. Donc, vous voyez vos interlocuteurs dans les territoires. Nous avons la particularité d'accueillir Virage Énergie Climat parmi nos associations adhérentes, donc qui a produit un scénario négawatt régional qu'ils sont en train de réviser, que vous pouvez rencontrer parfois les porteurs de projets avec des doutes et des expressions. Hop, c'est pas le bon. Voilà. Donc l'outil FNE de base qui était produit par notre réseau énergie. Il faut bien voir qu'au sein de FNE, nous fonctionnons par fédération, mais aussi par réseau. Et donc, on est rentré, comme beaucoup, dans la méthanisation par l'aspect énergétique et l'option négawatt. Nous avons été percutés par le réseau agriculture qui, lui, voyant se développer les méthaniseurs dans certains territoires, venir au secours de pratiques agricoles que nous récusions nous a interpellés fortement. Et moi, plus particulièrement au niveau national, je m'occupe du déchet et on a toujours projeté une politique de collecte séparée de la matière organique en vue du retour au sol de la matière organique. Donc, nous, FNE, on est toujours bienveillants avec les projets d'ENR, mais à condition qu'ils concourent à une politique de sobriété visant à une réelle transition énergétique. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que nous ne souhaitons pas rentrer, là aussi, déjà dans la concurrence et l'idée qu'on doit mettre à bas coût de l'énergie supplémentaire sur le marché. Nous sommes bien entrés dans une politique de sobriété énergétique et nous voulons une vraie transition énergétique qui soit de la substitution d'énergies renouvelables à des énergies fossiles et non pas une extension participer à la mise à disposition la moins coûteuse possible des communs. On l'a vu, ça a été catastrophique pour la course vers les bas coûts de l'alimentation. On a eu toute une série de manifestations le mois dernier à propos de la négociation avec la grande distribution qui insistait sur le fait que les choses ont un prix et le prix doit tenir compte des coûts et que quelque part, quand on fait pression sur les producteurs primaires, on va vers du dumping environnemental et la massification, le refus de payer, le refus sociétal, hein, je ne dis pas le refus de payer le vrai coût des choses, fait qu'on fait payer à l'environnement un manque de soutien, un manque de prise en compte. Alors, nous ne sommes pas des alliés, comme je l'ai lu à un moment, mais nous ne sommes pas vos adversaires. Vos adversaires se recrutent avant tout au sein des opposants systématiques aux ENR. Vous voyez, quand vous rencontrez des opposants, ils vont tout de suite chercher dans une boîte
qui est constitué déjà par les anti-éoliens, les anti-photovoltaïques, et il vous oppose ces restrictions. Alors, vous ne devez pas nous considérer comme a priori favorable à n'importe quel projet. Hein, dans les Pays de la Loire, on a été interpellé par le projet de Corcouët, qui était très bien construit par des ingénieurs, hein, qui était mais complètement auto-centré. Et là, ce qui est intéressant par la présentation de Madame Baudrier, c'est bien que ça se co-construit avec le territoire. Autant je suis interrogatif sur la méthanisation territoriale, telle qu'elle était définie au projet au départ quand on ramait pour mobiliser la biomasse sur les territoires. Hein, je l'ai fait il y a 15 ans. Maintenant, l'explosion de la méthanisation agricole interpelle le modèle. Et je pense que la séparation des filières de méthanisation n'est pas en soi condamnable. Hein, et je préfère que nous parlions des méthanisations que de la méthanisation. On cherche à englober la méthanisation dans un seul grand ensemble, avec un discours un peu anti-tout qui cumule les impacts négatifs des diverses filières pour mieux attaquer les projets voisins. Alors nous avons des exigences sur le retour au sol. Quand on travaille un peu sur le sujet, on a eu un colloque il y a 2 ans à l'INRAE là-dessus. On est beaucoup sur une prise en compte de la chimie, c'est-à-dire de la molécule carbone, de la molécule azote, mais pas, à notre avis, assez attentif à la biologie des sols et à la labilité du carbone qui est remis au sol. Ce n'est pas du carbone immédiatement utile pour la biomasse du sol, et c'est ce qui peut poser problème, à notre avis. Donc, la controverse entre compostage versus méthanisation n'est pas finie de régler, et c'est un chantier que nous avons en cours et que nous devons continuer. Hein, c'est bien passer d'une agronomie basée sur la chimie, la compléter par une agronomie basée sur la biologie. Et c'est pas un mince chantier. Hein. Nous travaillons avec la Chambre régulièrement pour préciser nos questionnements. Alors, ça c'est la première. Ne pas négliger la localisation. Hein, systématiquement arriver avec un projet, j'accompagne plusieurs projets du territoire de la Sarthe. Déterminer d'abord la localisation et ne pas avoir de solution de repli ou essayer de minorer le coût peut conduire à des désillusions. On parle du projet XXL de Corcouët. Ce qu'il a fragilisé, ce n'est pas la technologie, c'est le fait que le choix du site a été imposé aux élus et à la population, et que maintenant on rame pour rétropédaler, et que maintenant que la cristallisation est faite de l'opposition, je pense que ça va être difficile de mener à bien le projet. Donc, comme le précisait Madame Vanessa Baudrier-Paya, hein, l'important, c'est de prendre en compte cette cristallisation. On voit dans leur exemple qu'ils l'ont bien senti monter, qu'ils ont pris les devants et qu'ils ont été vers la population avec une approche ouverte. Et là, on peut débloquer une situation. Alors, dans le discours aussi agricolo-agricole, vous avez plein de choses que vous n'explicitez pas. On entend un discours un peu stéréotypé des anti-méthanisation agricole et des pro-méthanisation agricole, mais personne n'explicite. Hein, on fait semblant de croire que les matières mises en œuvre sont présentes sur le territoire, et on ne sait pas ce qu'on en faisait avant. Quand on dit qu'on veut substituer une logique d'épandage par une logique d'engraissement, on ne me dit jamais le nombre de tonnes d'engrais chimiques qu'on met sur le sol, et on ne me dit jamais combien, jamais vu ça dans un dossier, combien on va enlever réellement avec les chiffres de l'année N-1 et les chiffres de l'année N+1, pour me dire, bah, attendez, on a souvent des discours un peu généraux, des affichages de bonne volonté, mais on a rarement les chiffres.
Et donc, moi, c'est l'état des lieux initial. Hein, on fait comme si les fumiers n'étaient pas en ce moment partout sur les champs en train de pisser leur azote dans le réseau des ruisseaux. Ce que je constate, c'est que quand on les méthanise, on évite d'en perdre. Et j'étais hier encore en bureau où on me parlait d'épandage sur des tiers, d'engrais qui arrivent sur des cours de ferme. Donc, ne me faites pas l'engrais coûte cher et de toute façon, on le ménage. Il y a des pratiques qui sont à condamner et que vous condamnez. Mais il faut qu'on soit vigilant et qu'on échange et qu'on soit dans la transparence. C'est pour ça que pour éviter la révolte des riverains, comme on l'a déjà dans plusieurs fédérations en France, on a la région Bretagne qui est vent debout contre une méthanisation, on a la région Grand Est qui est vent debout contre la méthanisation agricole intensive, accompagnant une agriculture intensive. Et c'est au nom de la défense d'une agriculture moins, nuisible pour l'environnement, je ne trouve pas de meilleur mot, excusez-moi, que se fait la révolte contre la méthanisation agricole. Alors déjà, parler des méthanisations et pas de la méthanisation. Et puis, pensez à aller voir vos voisins. Et puis, les associations locales où on a une vraie technologie. Moi, ce que j'utilise en Sarthe, c'est très souvent d'accompagner tout de suite, de prendre contact avec les militants locaux et d'aller rencontrer le porteur de projet ensemble. Ça permet d'étendre bien des situations. Je me suis inspiré de la Mayenne qui a mené des combats. Vu la proximité bretonne, ils ont été confrontés très tôt à des projets et ils ont réussi à passer du statut d'opposant au statut de challenger. Nous ne sommes pas des alliés, nous sommes plutôt des challengers. Je n'ai pas trouvé de mot français pour dire que nous sommes les acteurs d'un challenge. Nous voulons vous exprimer des demandes. Ce n'est pas pour couler les projets, mais c'est bien comme le disait l'intervention précédente, pour les améliorer et les rendre intelligibles par le territoire. Et puis, nationalement, moi, j'ai la casquette du réseau déchets et je tiens à ce que quand on promeut la collecte de la matière organique dans les villes pour le retour au sol, on puisse en tirer un peu d'énergie. Ça m'affole toujours un petit peu de la situation actuelle. Donc, la participation de la fraction organique des déchets, pour moi, c'est important. Merci Jean-Christophe. Je vous propose de conclure votre propos. Je pense que globalement, ce qu'on peut retenir, c'est de bien anticiper la sollicitation d'associations locales, de bien comprendre le message que vous portez, qui est celui de considérer qu'il y a des méthanisations plutôt que la méthanisation, et d'avoir des réflexions un peu de challenger, comme vous le disiez, d'essayer de regarder quels sont les aspects sur lesquels travailler avec le porteur de projet, pas dans une logique ni d'alliance ni d'opposition, mais de challenge et d'amélioration en quelque sorte des caractéristiques des projets. Je vous remercie. Il y a peut-être quelques questions dans le chat pour vous. N'hésitez pas à regarder. Oui, j'y suis justement. Merci. Oui, vous n'allez pas me faire le coup de l'agribashing. Il y a des discussions. On a le droit d'interpeller le monde agricole dans ses pratiques, comme il a le droit d'interpeller dans la société dans ses pratiques. Je crois que c'est dans un dialogue constructif qu'on se place. C'est pas en se diabolisant les uns les autres qu'on va arriver à faire société. Clairement, nous refusons d'entrer dans ce genre de débat parce que c'est pas l'enjeu. On n'est pas dans une cour de récréation ni dans une réunion syndicale. On est bien dans un débat sociétal. Je crois qu'il faut être très clair là-dessus. Nous sommes ouverts, nous sommes prêts à discuter, mais on n'est pas là pour aller à la messe. Très bien, merci beaucoup. Merci, Monsieur Gavelet. Alors, il nous reste encore quelques minutes. Je suis désolée, j'essaye
de tenir le timing, mais vous voyez, on a des interventions très riches et c'est assez frustrant de devoir vous couper. Colin Lemay, je vous invite à ouvrir votre webcam et votre micro. Nous allons plutôt avoir un petit échange, prendre un peu de distance. Alors vous, en tant que consultant et psychologue social et environnemental, vous avez l'occasion d'accompagner des porteurs de projets à ces étapes de dialogue territorial. Tout à l'heure, on a parlé de confiance, on a parlé d'ouverture, on a évoqué certains aspects de la méthanisation qui peuvent apparaître comme des bénéfices, mais aussi des points de vigilance, donc des aspects, des objets de discussion qui sont importants. Mais au-delà de ces questions un peu d'ordre technique ou d'interconnaissance entre porteurs de projets, société civile, élus, qu'est-ce qui se joue au final au niveau psychologie? On a envie un peu de comprendre mieux ces processus d'appropriation locale. Donc voilà, je vous invite à nous éclairer sur ce sujet, comment ça se passe très concrètement en termes de psychologie sociale et environnementale, l'appropriation locale des projets de méthanisation. Merci. Merci. Comme Sophie a pu me présenter, j'ai un pied dans le monde de la recherche, un pied dans l'accompagnement des porteurs de projets. Alors, sur des situations qui sont en général des situations de conflit ou qui sont des situations de détresse personnelle. Je vais conclure un peu, je vais reprendre beaucoup d'éléments qui ont déjà été évoqués au cours des différentes discussions. Simplement, je vais faire une réponse assez courte ici. Et si vous souhaitez en savoir plus, j'ai notamment participé aux podcasts qui ont été produits par GRDF, donc le podcast Métaradio, dans lequel je vais pouvoir présenter plus largement toute cette approche psycho-environnementale. Alors, au-delà de son nom, qu'est-ce qu'elle recoupe, cette approche? Alors, si j'arrive à passer cette diapo. Oh, j'ai un souci. Alors, je reprends ça. Pardon. On revient. Alors, d'un point de vue social et environnemental, il y a 3 niveaux qu'il va falloir considérer lorsqu'on parle d'appropriation. 3 niveaux d'action sur lesquels on va trouver des mécanismes psychologiques et sociaux qui sont assez différents. Tout d'abord, quand on parle des habitants, il faut bien entendre que la plupart des habitants ont des craintes qui sont sincères. On a parfois aussi un manque de connaissances qu'il va falloir combler. Et par rapport à ça, on va chercher à donner de l'information afin de faire évoluer leurs opinions. L'idée n'est pas de forcer l'acceptation d'un projet. Cette approche, elle vient en complément de ce qui peut être réalisé en termes d'innovation, de technique. L'idée, c'est de permettre aux habitants de se positionner en toute connaissance de cause par rapport à un projet. Donc, le projet doit nécessairement être acceptable. Là-dessus, je rejoins un certain nombre de déclarations qui ont été faites durant cette session. On va s'intéresser aussi aux comportements, notamment les comportements d'opposition. On va plutôt les traiter à un niveau social. Pourquoi? Parce qu'au niveau social, on voit qu'il y a des dynamiques assez fortes qui vont être rapidement engagées du côté des opposants. On voit qu'il y a des périodes charnières durant le développement d'un projet, durant lequel quelques opposants en général qui ont des inquiétudes et qui n'ont pas trouvé les éléments de réponse à ce moment-là, vont s'engager dans un processus d'abord de recherche de nombre. On va chercher à fédérer au sein d'une opposition, puis à gagner en légitimité. Et on voit que cette opposition, lorsqu'elle n'est pas prise suffisamment tôt au sérieux, elle va devenir ce qui a été appelé juste avant une opposition systématique. On va rentrer dans un conflit qui va être ancré, qui va être très difficile à dénouer. Il va être très difficile de reprendre le dialogue, y compris avec des personnes modérées. Pourquoi? Parce qu'ensuite, on va être dans ce processus d'engagement où d'autres thèmes vont être brassés, des thèmes par exemple comme l'agriculture, comme le développement des territoires, sur lesquels les agriculteurs ont aussi peu de prise. Tout cela relève de ce qu'on va appeler la désinformation, sur laquelle on va beaucoup travailler, nous, en amont. Pourquoi? Parce qu'on voit la méthanisation, l'un des enjeux aujourd'hui, c'est celui de la désinformation, comme c'est le cas de l'éolien. On est sur quelque chose qui est encore assez peu connu. Donc, on a des associations qui sont en train de monter en puissance au niveau national, qui ont des discours bien rodés avec des arguments qui sont généralement détournés et qui vont être plus entendus, plus facilement entendus en tout cas, que des arguments techniques, que des arguments par exemple des rapports de l'ADEME, etc. Je reviendrai là-dessus.
Donc, on va travailler auprès de ce tissu social qui peut être favorable ou non, et on va travailler auprès des institutions qui elles-mêmes ont leurs propres contraintes, ont leurs propres enjeux et qui peuvent être favorables ou non à ces enjeux de climat-énergie et au développement de la méthanisation sous une forme ou une autre. Donc, par rapport à ça, l'idée de la psychosociale et environnementale, c'est d'amener une forme d'appropriation des projets en travaillant sur les liens entre ces trois niveaux. Cela étant, au niveau des ENR, j'aimerais souligner un certain nombre d'autres choses. Déjà, le fait que la mauvaise connaissance de la méthanisation à l'heure actuelle dans la population en général, et le fait qu'un certain nombre d'opposants ou d'associations d'opposants recourent à des stratégies de désinformation, voire à ce qu'on va appeler des mécanismes psychologiques comme le recours aux émotions, la colère, l'injustice perçue, va tout de suite entraver le dialogue. Alors, quelle est l'idée derrière ces mécanismes? Quand je parle d'injustice perçue ou de menace sur l'identité locale, c'est d'empêcher un débat de fond. C'est tout de suite, on va polariser le dialogue, on va avoir une réaction qui va être émotionnelle, qui va être rapide, qui va être irrationnelle et qui va être très délicate ensuite à désactiver. Le porteur de projet, quand il va vouloir revenir dans le dialogue, il va être tout de suite confronté à des choses comme de la désinformation, comme des émotions qui sont très difficile à reprendre. Il va être très difficile de reprendre la main. Ça amplifie la capacité des opposants à être entendus et de la même façon, ça décrédibilise les opposants, ça décrédibilise le porteur de projet, ça diminue sa capacité à dialoguer et par rapport à cela, il va être nécessaire d'agir le plus tôt possible en amont des projets et des moments charnières. Donc, comme je l'ai dit, notamment les réunions publiques qui sont difficiles à cadrer, tout ce qui va être les moments de consultation sur lesquels on a aussi des thématiques qui sont utilisées par l'opposition pour fédérer. Lorsqu'on a une consultation, par exemple, qui dure 4 semaines, on va mettre en avant ce sentiment d'urgence, le fait qu'un rapport technique, il est très difficile à parcourir, c'est très difficile pour des habitants de se l'approprier. Et donc, on va aussi jouer sur ces sentiments d'urgence, sur cette technicité, sur cette opacité parfois aussi, pour fédérer. Donc, on essaye d'agir le plus tôt possible pour limiter l'emprise de la désinformation, pour informer le public sur le projet. C'est important de le mêler aux décisions relativement tôt, alors sans tout négocier. L'idée, c'est vraiment d'être relativement transparent pour éviter justement que des opposants ou que des associations d'opposants nationales, c'est surtout elles d'ailleurs qui utilisent ces mécanismes, elles aient cette facilité en fait à convaincre et agir auprès des habitants. Enfin, un dernier point sur lequel j'insiste, et là c'est le côté santé qui parle, c'est que le porteur de projet, on l'oublie un peu, mais il va être fortement impliqué sur son projet. Ces questions d'acceptabilité, c'est une petite partie du projet. Ce n'est pas forcément la partie qui va être jugée la plus importante, ce n'est pas forcément celle qui va être la plus problématique à certains moments du projet. Il y a des questions financières, il y a des questions aussi d'exploitation. Il y a une multiplication des tâches autour de ces projets. Il y a la question des conflits. Lorsqu'ils sont là, il va y avoir une usure avec le temps. C'est quelque chose de prendre tout le temps sur soi, d'être sans cesse attaqué vis-à-vis de son projet, d'être parfois mis en difficulté face à des arguments sur lesquels on n'a pas de prise et qui ne sont pas forcément raccords avec le projet. Et donc, on a aussi des procédures anxiogènes, des recours, etc., qui peuvent entraver la capacité du porteur de projet à poursuivre son projet ou à rentrer dans le dialogue sereinement. Donc, c'est encore ici une difficulté. Son cœur de métier n'est pas la communication et je pense que personne parmi nous n'a envie que les agriculteurs deviennent des communicants. Là n'est pas l'intérêt. Donc, quelques idées fortes et quelques points de vigilance. Alors, du point de vue de la psycho-environnementale, toujours l'appropriation locale des projets, c'est un processus qui est dynamique, c'est un processus qui est délicat. Il va falloir analyser le tissu au niveau local. Il va falloir anticiper aussi les positions, les craintes des habitants par rapport à son projet, être en mesure de rassurer le plus tôt possible. Et pour ça, ça passe aussi par une coordination des soutiens et des différents acteurs de la filière qui ont tous un rôle à jouer à ce niveau. D'autant plus que le porteur de projet, oui, c'est un élément moteur. Il porte son projet, on n'a pas envie de lui retirer ce projet, c'est à lui de le porter en tant qu'agriculteur et pour son exploitation, mais son cœur de métier n'est pas l'acceptabilité. Donc, par rapport à ça, il faut aussi être en mesure, je pense, de coordonner les différents acteurs, de conseiller et de rechercher des formes adaptées de communication.
Enfin, par rapport à tout ce que j'ai pu dire, des actions plus vastes sont nécessaires par rapport à ce que l'on peut observer sur la montée à l'heure actuelle de la désinformation sur la méthanisation. Si on veut pouvoir en limiter l'emprise, il va falloir agir à un niveau plus global et ici, au-delà d'une simple exploitation, pour mieux informer les populations. La seule façon de faire à ce niveau-là, c'est que les populations soient en mesure de se positionner par elles-mêmes sur des projets lorsqu'ils leur sont présentés. Par rapport à ça, je terminerai cette petite présentation en rappelant que c'est un problème qui existe pas seulement pour la méthanisation, c'est aussi le cas pour l'éolien, mais c'est le cas au-delà des ENR. On a à l'heure actuelle une sensibilité des publics par rapport à ces projets environnementaux et on a aussi une méfiance vis-à-vis de l'expertise et de la technique qui monte sur un certain nombre de problématiques et qui rendent nécessaire le développement de formes de communication plus actives, d'une certaine forme de transparence sur certains projets et de certaines méthodes, tout simplement pour lutter pour lutter très en amont contre l'émergence éventuelle d'opposition qui ne serait pas fondée. Donc voilà. Alors, encore une fois, merci donc pour cette courte présentation. Moi, je vais m'arrêter là. Encore une fois, je vous invite à écouter les podcasts donc, de Méta-Radio si vous souhaitez en savoir plus. Et je vais rendre la parole à Sophia. Merci beaucoup, Colin Lemay, pour ces éléments, ces premiers éléments de compréhension des mécanismes en cours quand il s'agit d'appropriation. Donc, on a bien vu qu'il s'agissait de travail et d'ouverture de la part du porteur de projet, mais aussi du territoire, qui doit faire ce travail d'appropriation du sujet et de meilleure compréhension des aspirations du porteur de projet et de ses contraintes. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas suffisamment. Les porteurs de projet ont aussi beaucoup de sujets à traiter en même temps et c'est vrai que parfois ils se trouvent démunis. Il existe un certain nombre d'accompagnateurs de la filière méthanisation qui viennent en intervention auprès des porteurs de projets et vous pourrez éventuellement retrouver sur le site d'AILE un certain nombre d'éléments concernant ces accompagnateurs, mais également des bureaux d'études ou des prestataires qui peuvent venir en soutien des projets de méthanisation pour assurer ce travail de mise en lien, mise en dialogue entre porteurs de projets et territoires. Merci beaucoup à toutes et à tous, vous participants, vous intervenants et animateurs de ce salon. On va désormais clore cette conférence. Merci aux 180 participants de cette session. Et puis, nous espérons que les questions que vous avez posées ont été suivies de réponses.